Bienvenue à Vusiré. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration des bases de la finance. On va s'appuyer sur des extraits de The Basics of Finance. L'objectif, c'est de décortiquer ensemble quelques idées clés, histoire de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, pour commencer, il y a cette image assez sympa dans les textes. Une vache pour son lait, une poule pour ses œufs et une action pour ses dividendes. C'est une façon intéressante de voir la valeur, non ? Qu'est-ce qui fait qu'un actif financier, ça vaut quelque chose, au fond? C'est exactement ça. Le principe de base, vraiment fondamental, c'est que la valeur d'un actif, quel qu'il soit, vient des flux de trésorerie qu'on attend dans le futur. Donc pour une action, oui, on pense aux dividendes futurs. Pour une obligation, ce sont les intérêts et le remboursement à la fin. Mais, et c'est là que ça devient, disons, plus délicat, surtout pour les actions, estimer ces flux futurs, c'est un peu un art, hein. L'incertitude est quand même énorme. D'accord. Donc, évaluer, c'est un peu comme faire un pari sur l'avenir. Et ces flux, ils sont très différents si on possède une part de l'entreprise, l'equity, l'action, ou si on lui a prêté de l'argent, la dette, l'obligation. C'est bien ça? Précisément, la dette, l'obligation, c'est un contrat. Assez clair d'ailleurs. L'entreprise doit payer des intérêts fixes et rembourser le capital à une date donnée. Prenez l'exemple cité des obligations Mickey Mouse de Disney. Oui, sur 100 ans. 100 ans. C'est fou. Oui, c'est un pari sur le très long terme de la part de Disney et des investisseurs. Mais pour celui qui détient l'obligation, le flux est connu. 7,55% par an dans ce cas précis. Ni plus, ni moins, sauf si Disney fait faillite évidemment. D'accord. Un cadre très défini. Et l'actionnaire, alors? À l'actionnaire, c'est autre chose. Il détient une partie de l'entreprise, ses revenus, les dividendes, dépendent de ce qu'il reste une fois que l'entreprise a payé tout ce qu'elle doit, notamment ses dettes. Il n'y a aucune garantie de paiement, ni de date de fin pour une action ordinaire. C'est plus risqué, c'est sûr. Mais potentiellement plus rémunérateur si l'affaire tourne bien. Tout à fait. Le potentiel de gain est lié à la réussite de l'entreprise. Bon, on a ces deux grandes familles, dette et fonds propres, avec des risques bien différents. Mais pour qu'on puisse les acheter, les vendre, savoir ce qu'elles valent à un moment donné, il faut bien un endroit, un mécanisme. Les marchés financiers. Exactement. Les marchés financiers, ils ont, disons, deux rôles absolument essentiels. Le premier, c'est la découverte des prix. C'est la rencontre de tous ceux qui veulent acheter et de tous ceux qui veulent vendre qui va déterminer le juste prix à un instant T. La loi de l'offre et de la demande, en somme. C'est ça. Et le deuxième rôle, c'est la liquidité. La possibilité de vendre son titre rapidement, sans devoir brader le prix. Sans cette liquidité, investir serait bien plus compliqué. On serait un peu coincé avec nos titres. D'accord. Ça rend l'investissement plus facile d'accès. Voilà, et les marchés aident aussi à réduire les coûts, pour trouver une contrepartie, pour s'informer. Ils proposent aussi plus de choix, ils permettent la diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour réduire le risque global. Et puis, grâce à leur taille, leur expertise, ils réduisent les coûts pour tout le monde. Ils rendent le système plus efficace, en fait. Ok, c'est clair. Un dernier concept qui revient tout le temps dans les sources, cette idée qu'un euro aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'un euro demain. La valeur temps de l'argent. Ah oui, ça c'est absolument central en finance. 1 euro qu'on a aujourd'hui, on peut le placer, le faire travailler, il va générer des intérêts. C'est le principe de la capitalisation. Les intérêts eux-mêmes produisent des intérêts, c'est l'effet boule de neige si vous voulez. Le fameux compounding. Exactement. Donc 100 euros aujourd'hui valent plus que 100 euros promis dans un an. Et à l'inverse, si on vous promet 100 euros dans un an, pour savoir ce que ça vaut aujourd'hui, il faut actualiser. C'est-à-dire qu'on va réduire cette somme future en appliquant un taux, le taux d'actualisation, qui reflète le coût d'opportunité et le risque. Et choisir ce taux, c'est tout un art aussi. Bon, on a fait un bon tour d'horizon. La valeur vient des flux futurs. La différence clé entre dette et fonds propres, le rôle vital des marchés pour les prix et la liquidité, et cette notion incontournable de valeur temps de l'argent. Voilà, ce sont vraiment les piliers. Mais ça soulève une question intéressante, qui est aussi effleurée dans les textes. Comment ces concepts, somme toute assez rationnels, se confrontent à la complexité croissante des produits financiers d'aujourd'hui? Et surtout, comment intègrent-ils ce que nous apprend la finance comportementale? Le fait que nos décisions face à l'argent ne sont pas toujours si logiques ou objectives qu'on le pense. Ça, c'est une piste de réflexion pour aller plus loin.